Bonsoir, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. Ce soir, on va vous présenter comment explorer Internet avec des LLM, de l'IA en général. Moi, c'est Zakaria Benalla, je suis Data Engineer Manager chez Skippers. Et pour démarrer le sujet, on va commencer par parler de la naissance de l'Internet à l'intérieur des LLM. Ensuite, on va parler de deux types de connaissances qui sont utilisées à l'intérieur des LLM. Les connaissances statiques et dynamiques. Et comment, après, on va attaquer comment les GPT explorent Internet. On va parler aussi des IA Web Search Tools, comment Google, AWS, Azure accèdent à Internet en proposant ça dans les LLM. Et pour finir, on va parler comment augmenter la visibilité de votre site Internet avec les LLM. On va faire un petit retour en arrière. Avec l'arrivée d'Internet, la première proposition d'un POC, c'était en 1989. Après la naissance d'Internet officiellement en 1991. Et à partir de là, le web est explosé. On a vu l'arrivée de Web 1, notamment avec l'arrivée des navigateurs et l'interaction des utilisateurs avec le navigateur. Ensuite, on a vu la naissance de Web 2, tout ce qui est Internet, tout ce qui est médias aussi, les photos, les vidéos, le streaming qui est arrivé. Après, en 2017, on avait la sortie de documents, ou on peut dire de la recherche Transformer par DeepMind, qui a fait la naissance de GPT-1 en 2018, avec une base de connaissances limitée. En plus, GPT-2 avec une base de connaissances un peu plus enrichie, c'était limité, mais il y avait aussi la base de connaissances d'Internet, figée dans le temps. Et vers les 2021, on a vu les premiers POC ou des MVP sur des LLM avec de l'Internet. Et la sortie officielle de GPT-3 en version payante en 2023, en mars précisément, en mars 2023, avec la proposition de Web Search. Ça nous fait l'arrivée d'Internet dans les LLM en 2023 officiellement. Mais comment ça marche? Pour démarrer le sujet, on a deux types de bases de connaissances. On peut avoir lors d'entraînement d'un LLM. On a la base de connaissances statique. Et la base de connaissances statique, il se base sur une base de données figée dans le temps, préparée pour les LLM ou pas, qui va nous permettre en fait d'entraîner notre modèle. Après, on a des bases de connaissances dynamiques, c'est l'accès à des données à jour dans le temps, mais pendant l'inférence. Quand je dis pendant l'inférence, le terme inférence, c'est pendant la requête-réponse d'un LLM. Petite alerte là-dessus, on va voir comment ça marche. Et pour toute la partie connaissance dynamique, on parle plutôt de RAG. Le terme RAG, c'est là on va chercher les données de manière dynamique, en temps réel, à jour de le temps et tout ça. On parle aussi des agents IA qui peuvent accéder à d'autres données en temps réel avec des MCP. C'est exactement ce que vous avez fait vous avec l'accès aux données, des bases de données en temps réel. Donc, on parle des bases de connaissances. Donc, Common Crawl, c'est la base de connaissances statique qui est utilisée systématiquement dans toutes les recherches et tout l'entraînement actuellement des LLM. Pour tester un LLM, la première chose qu'on fait actuellement, on prend la base de données qui est open source. Vous pouvez la télécharger, ça fait 460 Go. Pardon. Et en fait, c'est Internet qui est stocké tous les mois, tous les trimestres, il est stocké. On peut le télécharger, on peut l'utiliser pour entraîner le modèle. La dernière version, elle est sortie en 2025, en janvier, et elle fait 460 terabytes. On a aussi le OpenWebText 2. Le WebText 2, c'est une base de connaissances qui ne bouge pas beaucoup dernièrement, ça a été en 2020. Mais cette base de connaissances, elle contient pas mal de données historiques, notamment tout ce qui est les journaux, des blogs. Ils avaient aussi accès à Reddit, tous les commentaires Reddit et tout ça. Ils l'ont utilisé pour travailler sur des bases de connaissances. Et pour finir, on a des bases de données dynamiques. On parle bien de toutes les API qui sont proposées par des moteurs de recherche qui vont nous permettre en fait de chercher sur Internet, mais pas via l'interface Google ou Bing ou autre, mais on va chercher Internet en utilisant des API. On parle plutôt de Google Custom Search API et SERP API. SERP API, c'est un peu
C'est un peu plus enrichi. Il y a un seul API qui peut accéder à plusieurs types de moteurs de recherche. On peut accéder à Google, comme on peut accéder à Bing, comme on peut accéder à d'autres types de moteurs de recherche. Et pour finir, on a Bing API, qui était pas mal utilisé par tous les gens qui utilisent de blogging dynamique, des news et tout ça, mais c'est arrêté en août 2025 dernièrement. Première chose, on va dire, c'est les LLM, ils n'accèdent pas à Internet. Ils ont une base de données de connaissances statiques et juste dans le temps, et aucune recherche dans le web est effectuée dans les LLM. Donc ça, les LLM, vous entendez LLM, ils n'accèdent pas à Internet. Donc il faut toujours savoir, les informations qu'ils vous donnent, c'est une information qui est arrêtée lors d'un traitement, lors de l'entraînement par rapport à leur base de connaissances statiques. Par contre, les RAG, la connaissance de RAG, il peut être dynamique. Il doit être dynamique. C'est avec le RAG, on peut arriver à avoir des informations qui bougent dans le temps. Et ces informations-là sont utilisées en temps réel pour donner des requêtes-réponses. Tout ça, il est combiné avec des LLM. Parce que les LLM avec du GenAI, ça nous permet d'avoir en fait une question-réponse proche d'une question-réponse entre les autres humains. Avec un texte bien préparé et tout ça. Mais comment ils font, par exemple, ChatGPT pour accéder à Internet? Comment ils font? C'est la première chose qu'ils font. Un ChatGPT, surtout ChatGPT 5, c'est pas un LLM direct. C'est un ensemble des agents IA qui vont analyser la prompt qui est donnée dans l'interface et après ils vont décider. Est-ce qu'ils vont décider de répondre uniquement avec les données d'entraînement de LLM ou faire des recherches sur Internet ou de faire du deep search? Donc actuellement, vous ne pouvez pas vous décider est-ce qu'il doit faire du deep search ou pas. C'est quelque chose décidé automatiquement par les serveurs d'OpenAI. C'est pour ça, la première question que vous posez, il va vous dire « Ah super, c'est une très bonne question ». Et il va vous donner une autre question, deuxième question pour optimiser un petit peu les requêtes-réponses. Donc la première question, ça sera vraiment simple avec ChatGPT. Mais la deuxième sera beaucoup plus enrichie. Peut-être il va aller chercher sur Internet. Peut-être il va faire de deep search. Mais c'est lui qui va décider à notre place. Donc la première chose qu'il va faire, il va exploser Internet. Il va préparer une petite base de données, petit dataset, si on peut dire. Et après, il va donner ça à son LLM pour générer une réponse cohérente par rapport à votre demande. Mais il ne va jamais utiliser l'LLM directement pour vous donner la réponse. Donc, qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser les API qu'on a vu au départ là. Soit les API de Google, soit le Ceph API, soit Bing API. On a des informations qui sont dévoilées et d'autres qui ne sont pas officielles. Gemini, il utilise le composant Groudin with Google Search. Ça, c'est documenté, c'est clair dans Google Doc. Vous allez voir des informations, comment ça marche et tout ça. C'est très simple. Google utilise des données de Google. Voilà, il n'y a pas de doute. OpenAI, ils n'ont pas un moteur de recherche derrière. Les informations, c'est pas très officiel. Ça a été dévoilé qu'il utilise Ceph API. Perplexity, il utilise une autre façon de faire. Il utilise soit un Perplexity bot, on verra après comment ça marche, et soit il utilise le Bing Search API. Et dans Azure, ils ont développé un truc équivalent à Gemini. Ils l'appelleraient pareil, Groudin with Azure Search. Voilà. Mais comment ça marche pour activer cette fonctionnalité quand vous utilisez les OpenAPI? Donc il faut vraiment préciser que vous utilisez la tool Web Search, sinon il ne va pas chercher sur Internet. Donc si vous voulez vraiment des questions-réponses vraiment dynamiques et vraiment à jour, il faut vraiment activer cette option. Donc, cas de Gemini, vous pouvez accéder voilà, le Google Search. Et Gemini, il y a la tool Web Search. Et à partir de là, il va faire des réponses un petit peu beaucoup plus à jour par rapport à ces données internes. Là, il y a un petit exemple, je vais vous les montrer, mais comme ça ne marche pas, mais on peut voir en fait, juste activant, on peut lui demander en fait même de scanner un site internet en fait. On peut utiliser le crawler avec les DLM pour crawler internet. Donc là, on peut lui donner, voilà, je prends par exemple, donne-moi les derniers articles en fait sur Medium.
à jour d'aujourd'hui avec la date courante. Avec un format bien structuré, on lui dit voilà, je veux une réponse en 10 ans. Et du coup, il est capable d'analyser toute la page. Il me donne en fait les dernières réponses, en fait, les derniers articles à jour de la journée. Donc si vous voulez par exemple faire de crawler, vous pouvez le faire juste avec des LLM. Voilà. Maintenant, on va parler comment je peux donner en fait accès à mon site web à un LLM. Un LLM, c'est un moteur de recherche avant tout. Maintenant, la courbe d'utilisation, ça commence à concurrencer un petit peu Google, les moteurs de recherche. Donc on peut en fait proposer en fait notre site web à des LLM, comme ça ils peuvent donner des réponses et des liens à l'intérieur de LLM. Pour pouvoir faire ça, on a plusieurs façons de faire. Déjà robots.txt, ça c'est quelque chose qui existe déjà actuellement dans le moteur de recherche, faut l'avoir. Mais on a des bots qu'il faut activer, des bots vraiment spécifiques pour les LLM. On a un bot qui s'appelle Perplexity Bot et Perplexity User, il faut l'activer, sinon il ne va pas scanner votre site web. Google, ils ont un nouveau bot qui s'appelle Google Extended, qui est spécialisé dans le scan des sites internet pour les LLM. Et pour ChatGPT, il y a les trois. Il y a ChatGPT, ChatGPT User et GPT Bot. Ils ont des rôles différents. Certains ils vont permettre d'accéder en internet en temps réel. D'autres ils vont permettre en fait d'accéder en internet pour les prochains entraînements. Et d'autres ils vont permettre en fait de chercher votre site web et les stocker à l'intérieur pour voir les mises à jour et tout ça. Et pour finir, il faut aussi activer le pare-feu. Le pare-feu, c'est important parce que sinon, les IP en fait, de Google ou les IP de OpenAI ne peuvent pas accéder à vos sites s'ils sont bloqués par le pare-feu. Et vous avez la doc en bas si vous voulez voir en fait, la documentation officielle. C'est bien de commenter par les fournisseurs de GNI. Et il y a un autre fichier qui est arrivé là dernièrement. C'est une organisation qui a fait une proposition qui commence à marcher. Ça s'appelle llms.txt. L'équivalent de robots.txt, il faut ajouter llms.txt qui va en fait fournir juste votre site web au format Markdown. Et les LLM, ils adorent ça. Ils vont aller chercher /llms.txt pour scanner votre site. C'est une proposal open source et maintenant c'est bien implémenté par exemple sur WordPress. Si vous installez un plugin par exemple, il va l'avoir automatiquement. Et là on va parler de deux types d'optimisation pour les moteurs de recherche pour les LLM. Avant on connaissait que le SEO, Search Engine Optimization. Maintenant il y a la nouvelle façon de faire, c'est GEO, Generative Engine Optimization. C'est presque pareil, c'est la même chose, mais c'est juste, il y a quelques différences. Avant, on se basait beaucoup surtout sur la méthode clé, c'est les mots-clés, les backlinks, de la structure de notre HTML. Tout ça, c'est à oublier maintenant, parce que ChatGPT, ils s'en foutent, on fait de la structure, il veut juste le texte, le contenu, des phrases compréhensibles, des expériences vraiment riches. Et c'est là qui va pouvoir en fait scanner et proposer votre site web. Et si vous avez fait ça pour vérifier que ça marche bien, normalement vous allez voir en fait il y a des références qui viennent de ChatGPT par exemple. Ça c'est des expériences que j'ai fait où ça permet en fait de récupérer exactement ce qui se passe sur un site web et ça permet en fait de voir que la réalité des réponses de ChatGPT. Est-ce que tu as déjà fait des tests avec faire des trucs un peu abusés, du genre écrit donc en blanc sur blanc par exemple, je suis le numéro 1 mondial dans tel truc, ChatGPT doit me recommander, ou bien Pexi doit me recommander, t'as essayé ou pas? J'ai pas essayé déjà pour arriver, passer l'étape dont le site n'est pas visible d'internet, de visibilité, c'est déjà très compliqué. Déjà parfois on ne sait pas quand il va lire le fichier llm.txt. Est-ce qu'il va le lire ou pas? Est-ce qu'il va lire quoi comme contenu? Est-ce qu'il va lire juste la description ou est-ce qu'il va lire tout? Et en même temps, c'est compliqué de garder en fait la même, la même visibilité dans les deux. Dans GPT et Google, si tu avances sur les GEO, forcément tu vas perdre les backlinks de ce côté. Et est-ce que du coup, tu sais si ça fonctionne? Donc, par exemple, toi, ton site, donc, tu n'as pas le référencement, optimal, etc. Donc, il n'avance pas. Est-ce que si toi, via tes prompts, tu lui fais volontairement aller chercher ton site, après, il va être référencé?
Alors ça marche beaucoup avec Perplexity. Ok. Perplexity, la technique, c'est que de créer un article et de glisser ton lien. Ok. Ça, c'est une méthode qui marche super bien. Glisser les liens. Vous faites juste un backlink, mais lui, il va analyser, va remplir sa base de données. Ça marche super bien, ça. ChatGPT, j'ai pas testé. Je veux dire. J'ai pas testé. Je n'ai pas bien compris. Autant les robots.txt, on voit bien des pages ou des répertoires qu'on peut explorer, mais qu'est-ce qu'on met dans le LLM.txt? Bah, en fait, c'est quelque chose de généré automatiquement. Et va en fait juste traduire votre site web un format Markdown. C'est un format C'est lui qui génère? Bah, c'est le fournisseur du site web qui doit générer. Le propriétaire du site web qui va générer ce fichier. D'accord. Et pour le générer, il y a des outils Oui, par exemple, si vous utilisez par exemple des CMS, il le génère de manière automatique. Il y a une page pour tout ou bien c'est... Oui, il y a un fichier pour tout. Ça s'appelle lms.txt. Et là, on peut le mettre c'est ça. en... C'est ça. D'accord. Dans description. Ok. D'accord. Vous avez d'autres questions? Oui. Le LMS.txt, il faut l'héberger quelque part C'est de la même manière qu'on héberge rewards.txt pour que ce soit à la racine du site web. Voilà. Donc c'est quand un robot il passe. C'est exactement. Exactement. C'est ça, exactement. Si tu as une info que tu n'as pas envie que ChatGPT ou autre ait, est-ce que tu as un truc abus Bah, aucune idée. Franchement, on comprend même pas comment l'inférence marche. Donc parfois, pour inventer d'informations, parfois l'information est réelle. Parfois, ils peuvent même dévoiler des informations qu'on n'a pas envie de partager. Mais ça, c'est juste, elles ne peuvent pas écrire, je pense. Je sais pas. Nous, ça fait une question là, récemment. En fait, le client commence à se poser la question de essayer, en tout cas, voilà, quelle est l'image que j'ai de ma boîte chez ChatGPT. Et c'est vrai que c'est un problème en fait de dire s'il y a une info qui n'est pas celle que j'ai envie qui soit incarnée. Ok. Juste là-dessus, il y a un très bon ressource. Des sociétés qui posent des questions à ChatGPT ou à d'autres LLM. Et après, ils stockent ça. Donc tu peux mettre le nom de ta boîte. Et ils regardent le nombre de fois que ta boîte est sortie dans la réponse de LLM. Ça permet d'avoir une forme de génération, on fait un score, et l'autre connaît l'image que les LLM ont de moi, ou ensuite qu'ils arrivent à aussi. Ça peut être aussi un premier impact de se diriger vers de demande, en tout cas, c'est un nouveau sujet, je trouve. Okay. Yes. Ici, il n'y a pas le LLM.txt. Il va le scanner quand même. Voilà. Il va le scanner, mais c'est juste pour favoriser le scan. Parce que si je le donne l'HTML, il aura beaucoup de travail, beaucoup de consommation d'énergie côté serveur. Si je le donne lm.txt, voilà, ça devient une norme, il faut le donner. Bon, voilà, pour améliorer encore plus l'optimisation. Ouais. Est-ce que c'est appliqué ou pas actuellement? J'ai pas entendu, désolé. Est-ce qu'actuellement un robot type Perplexity, qui trouve le texte LMS texte, il va prendre ça en priorité par rapport à la page, il va quand même peut-être analyser ta page? En fait, en général, c'est que si tu fais l'LMS.txt, c'est la première chose qu'il va aller regarder parce que c'est simple à regarder. Il va pas, en fait, il n'y a pas de brouillon dedans. Il y a le texte vraiment brut à l'intérieur et du coup, il va l'analyser rapidement. C'est comme par exemple, vous parlez avec ChatGPT, bah, vous n'allez pas vous donner toute la balise HTML en fait. Bah, pas besoin en fait. Du coup, il va dans le texte, c'est ça ce qu'il a besoin en fait. Et l'LMS.txt, c'est fait pour ça en fait. C'est pour optimiser tout ça. Pardon? Est-ce que ces fichiers sont certifiés? Certifié, c'est une organisation qui vient de sortir, qui organise tout ça. C'est open source et l'organisation, elle est vraiment certifiée. Enfin, je sais pas, mais c'est une organisation qui va permettre en fait d'organiser comment l'LM va accéder à nos sites web. Oui, la question c'est comment demain Wikral qui a des sites malhonnêtes qui vont afficher des LMS qui ne correspondent pas à leur site. Ah, ça, on peut rien faire. Hein. Mais oui, il va pas scanner juste l'LMS.txt, il va tout scanner en fait. Il va même scanner en fait l'expérience utilisateur par rapport à ces sites web. Par exemple, si quelqu'un, par exemple, tu vois LM.txt, ça parle de, je sais pas quoi, ça parle de voyage, et quelqu'un qui qui va interagir avec LLM pour demander, je sais pas, développement informatique, il va rien comprendre. Il sera juste moins scoré par rapport aux autres. Du coup, le résultat, il va ressortir un petit peu moins.
faut que ça soit cohérent, tout soit cohérent pour que c'est comme Google, hein, que tout soit cohérent, les pages soient cohérents, il ne faut pas avoir des domaines différents et tout ça. Donc ça, il faut que ça soit spécialisé dans un domaine bien particulier. C'est toujours. Ok. On a d'autres questions? C'est bon, on peut s'arrêter là. On s'arrête là? Ah. Il y a un sujet que je trouve intéressant, c'est, je sais pas, c'est ChatGPT a changé la façon de consommer l'Internet. Donc je sais pas si vous avez vu avec l'arrivée de GPT-5, ils ont aperçu une chute drastique de tout un ensemble de sites. Et en fait, ils ont vu que je crois que c'est Reddit, et il y avait Wikipédia qui a explosé en termes de volume. Et on s'aperçoit que le web est en train de changer la façon dont on l'interroge. On avait tous un Google qui nous envoyait des sites particuliers. Et ça, c'est un message, je pense, qui est assez intéressant. C'est aujourd'hui, ChatGPT fait la pluie et le beau temps en fait, de l'information par rapport au fait que les gens l'utilisent eux. Et on redirige 18%, je crois que c'était du trafic en plus sur les sites. 18% du trafic ChatGPT, ça doit. Ouais, ça doit envoyer un peu du pâté. Et voilà, en tout cas, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi cette prise de conscience. Comment consommer la pub qui était chez Google, ça. Là elle est partie chez ChatGPT en fait. Exactement. Mais la dernière proposition qu'ils ont fait, c'est qu'on peut faire un achat de A à Z juste avec un prompt ChatGPT. C'est-à-dire qu'ils arrivent à accéder à Internet, lire la balise HTML, je ne sais pas comment ils font, mais ils arrivent à faire de la chaîne complète. Parce que le business va GPT demain. C'est ce notre. Il y a une étude sur les sources les plus utilisées par ChatGPT. Plus d'une recherche sur 3, c'est Reddit. Il y avait vraiment les discussions qui disaient que ça faisait la part belle parce que, ou alors c'était Stack Overflow qui en fait finalement dit va disparaître. Stack Overflow qui est une interface de développeurs qui échangeaient sur leurs problèmes. Maintenant, du coup, c'est ça le problème en fait, c'est que dans 10 ans, on va perdre en qualité d'information puisque les gens ne vont plus aller poser des questions sur Reddit. Donc, ça devient des bases de données référentes en fait. c'est ça. Et en fait, quand on va demander à une IA de résoudre des problèmes, en fait, il va quand même s'interroger sur ça. Ouais. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Profitez de la soirée et à la prochaine.